Mesdames et messieurs, monsieur l'ambassadeur, chers étudiants, chers invités qui nous suivent en ligne. Je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à une conférence de la chaire qui adresse le suivi, les réactions et les effets de l'élection présidentielle en France sur l'Europe et sur le monde. Maintenant, c'est surtout la guerre de la Russie contre l'Ukraine qui jette un ombre sur notre monde. Mais cette guerre atroce encourage aussi les pays démocratiques de l'Ouest à se réunir et à faire front contre les régimes autoritaires. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a pris la parole ce lundi 9 mai devant le Parlement européen à Strasbourg pour un discours sur l'union de l'Europe. Un discours qui plaide pour une Europe ouverte, sans être dépendante. Le président Macron s'est même déclaré favorable à une révision des traités européens. Son discours suscitera des discussions, cela c'est sûr. L'Union européenne, actuellement présidée par la France, et main dans la main avec ses alliances globales, est en train de se réorienter vers un monde stable et pacifique. Ce défi est énorme. Ce défi est plus dramatique que jamais. Mesdames et messieurs, je remercie notre très cher professeur Julien Navarro, cher francophone de l'ADA, qui a organisé notre panel. Et je remercie aussi à l'Organisation internationale de la francophonie pour son soutien de nos activités francophones et aussi de cette conférence. Et je adresse un grand merci aux experts distingués ici présents sur notre panel. Et mesdames et messieurs, je vous invite à les saluer avec moi. Maintenant, je vous souhaite une agréable soirée et je passe la parole à monsieur Navarro. Merci. Merci. Merci Madame Kepler-Schessinger pour vos bons mots. Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers étudiants, je suis très heureux, moi aussi, de vous accueillir ici pour ce débat, pour cette discussion sur l'élection présidentielle française. Je voudrais remercier nos trois invités d'avoir fait le déplacement jusqu'ici pour échanger avec nous sur ce sujet. Alors, quelques mots d'introduction dans le prolongement de ce qui a été dit dans l'esprit en fait de notre soirée. Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous savez que Emmanuel Macron a été réélu au mois d'avril président de la République pour les 5 prochaines années. Et que ce moment de l'élection présidentielle, c'est un moment important dans la vie politique française. Je veux le souligner ici à Vienne, parce qu'en Autriche, on élit aussi le président au suffrage universel direct, mais c'est vrai que, pour des raisons que je ne vais pas développer ici, le fonctionnement du système politique est très différent, et donc le rôle des présidents n'est pas le même, et donc l'enjeu de cette élection n'est pas tout à fait le même. Je voudrais, dans le même temps, nuancer en disant qu'en France, le président ne décide pas de tout. Et vous savez aussi que nous avons bientôt des élections législatives, et potentiellement, elles peuvent être importantes, déterminantes pour la suite. Quoi qu'il en soit, le président a un rôle important en matière de politique extérieure, de politique étrangère, de politique européenne, et c'est bien la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était intéressant de réfléchir à ce moment politique que l'on est en train de vivre en ayant bien présent à l'esprit ces enjeux européens, ces enjeux internationaux. Et de fait, ça vient d'être rappelé, ces enjeux, ils se sont manifestés de manière très forte et d'une certaine manière terrible récemment avec la guerre en Ukraine, de manière peut-être plus positive avec la question européenne, la fin des travaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe et tout ce qui peut émerger à partir de là. Donc c'est dans cet esprit que j'ai invité
nos trois collègues ici présents à venir partager avec nous leur lumière, leurs réflexions sur ces élections, sur la manière dont s'est conduite la politique européenne et internationale de la France dans les dernières années, et peut-être sur ce qu'on peut attendre de ce nouveau quinquennat. Donc, nous avons avec nous ce soir Florence Ekormienoka, qui est chercheuse à l'Université de Vienne, donc ici même, Olivier Rosenberg, qui est professeur de sciences politiques au Centre d'études européennes à Sciences Po Paris, et Olivier Schmidt, qui est professeur à la Southern Denmark University et actuellement en détachement à l'Institut des hautes études de défense nationale à Paris. Voilà, donc chacun, je crois, pourra apporter un regard différent sur cette élection et donc complémentaire. Une petite précision avant de démarrer sur le déroulé en fait, de notre soirée. On va bien sûr, pour commencer, entendre chacun de nos invités, de nos panélistes, peut-être échanger un petit peu entre nous, mais l'idée c'est aussi dans un second temps d'ouvrir la discussion au public, à vous qui êtes ici dans la salle, et aussi aux personnes qui nous suivent en ligne et qui ont la possibilité donc de poser des questions, je le dis pour qu'elles n'hésitent pas à le faire, dans le petit fil de discussion sur Internet. Voilà. Donc, la première chose que je propose de faire, c'est de revenir déjà sur l'élection elle-même, la campagne électorale. Et donc, je voulais demander à Florence Ekormienoka peut-être de nous livrer un petit peu sa lecture de ce qui s'est passé ces derniers mois en France, dans la campagne, dans quelle mesure les enjeux internationaux européens ont été présents, quel rôle ça a pu jouer dans l'élection elle-même. Merci beaucoup Julien, et merci beaucoup à l'ADA pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à la communauté francophone de Vienne. Et je voudrais commencer par reprendre le titre de cette table ronde aujourd'hui, donc qui parle d'un changement dans la continuité. Et effectivement, ce serait tentant aujourd'hui de regarder les élections de 2022 et de les voir comme une espèce de répétition des élections de 2017. De répétition parce qu'on voit sur les 12 candidats qui se présentent, 7 se représentent par rapport à 2017, et les 3 premiers candidats, enfin ceux qui sont arrivés premiers en 2022, donc Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, étaient déjà présents 5 ans auparavant. Du coup, il y a un peu cet effet, on a l'impression d'avoir déjà vu le film, de refaire 5 ans plus tard la même chose. Et ça peut expliquer une certaine lassitude électorale qu'on a pu observer, notamment parce que ce duel Macron-Le Pen a été annoncé par les sondages bien avant le scrutin et bien avant qu'on connaisse le nom des autres compétiteurs. Et ça peut expliquer aussi cette abstention qu'on a vue en hausse dans le scrutin, même si, il faut quand même le rappeler, le niveau d'abstention qu'on a eu, donc on a une participation autour de 75%, c'est un niveau qui reste tout à fait honorable par rapport à nos voisins européens, mais c'est quand même quelque chose qui est en baisse dans cette élection reine, dans le système français. Et voilà, c'est aussi quelque chose qui s'explique bien sûr dans un processus plus long d'effritement de la participation électorale en France et qui a des facteurs beaucoup plus longs que le facteur précis de cette élection. Mais en tout cas, on a pu observer cette certaine lassitude qui s'est aussi caractérisée par un affaiblissement du barrage républicain face à Marine Le Pen. Donc je rappelle que c'est la 3e fois en France que l'on a un Le Pen, donc le père puis la fille au second tour lors des présidentielles, et que face à ce candidat d'extrême droite, on a eu en 2002 Jacques Chirac qui faisait 88%, on a en 2017 Macron qui fait 66%, et on a en 2022 Macron qui n'en fait plus que 58%. Et cette lassitude, c'est aussi, vous avez peut-être entendu cette expression pendant la campagne, on en a marre de faire les castors, de construire ce barrage face à ce duel qui semble inéluctable, qui font se répéter, et finalement la différence entre les deux candidats se creuse, et on se dit peut-être qu'en fait l'inéluctable va finir par arriver quoi qu'on fasse. Mais par bien des aspects, l'élection de 2022 est différente. Elle n'a rien à voir avec l'élection de 2017. Elle est dans sa continuité, elle en est par certains aspects le prolongement logique, mais elle n'est pas la même élection. Tout d'abord parce que le contexte national et international est très différent. Je n'apprends
rien à personne dans cette salle en vous parlant de cette pandémie qui est arrivée, qui a bouleversé des choses, qui a pu encore plus fragiliser la participation électorale, qui a pu provoquer une certaine lassitude, et aussi bien sûr le contexte dont on a parlé dans l'introduction de cette table ronde, hein, de la guerre en Ukraine, qui a eu d'abord peut-être comme effet de ce qu'on appelle en sciences politiques de ralliement au drapeau, donc de ralliement autour d'Emmanuel Macron dans sa figure de chef de guerre, surtout dans un contexte, en France, la figure du président chef des armées, qui lui a d'abord profité et qui peut-être ensuite a surtout profité à Marine Le Pen, qui a su très habilement récupérer toute cette question de la guerre en Ukraine en la formulant, en déplaçant le regard, en faisant peut-être oublier ses amitiés avec Poutine et le régime russe, et en déplaçant le regard sur les sanctions économiques que l'Union européenne notamment a mis en place contre le régime russe, et surtout les retombées, les conséquences que ça peut avoir pour le pouvoir d'achat des Français. Donc elle a transformé cette question étrangère en quelque chose d'extrêmement concret dans la vie des Français. Et ça, ce contexte-là, s'il y a bien eu un impact de la guerre en Ukraine, c'est cette question du pouvoir d'achat qui a été reprise par Marine Le Pen et qui, je pense, a contribué à expliquer son score, sa forte montée en 2022. C'est aussi une campagne qui a été différente des précédentes parce que ça a été une campagne, par certains aspects, sans confrontation, sans débat. Hein. On le voit même dans les formats qu'ont pris ces pseudo-débats dans les médias. Les candidats ne se parlent pas. Hein. Ils ne sont pas dans une logique de dialogue, de confrontation qu'on a d'habitude, mais ils sont chacun dans son tunnel, chacun se trace son petit bout de chemin. Et ça a pu provoquer un sentiment de lassitude face à un président candidat qui a, pendant un long moment, laissé planer le doute. Bon, personne n'y croyait, mais voilà, de peut-être qu'il n'allait pas se représenter. Il y a eu aussi cette absence de campagne pendant un long moment, au moins jusqu'au premier tour. Et puis surtout, ça a été difficile de rattacher une mesure phare à un candidat. Donc, pour vous donner un exemple, en 2017, il y avait Benoît Hamon avec son revenu universel. Ça a généré beaucoup de débats. Bon, ça ne lui a pas forcément réussi. Mais il y avait, on pouvait accrocher des mesures phares à des candidats. En 2022, c'est un peu plus compliqué de voir qu'est-ce qui est ressorti de cette campagne. Et une autre grosse différence, c'est que 2017, par plein d'aspects, offrait des promesses de renouvellement. On avait donc le président sortant, François Hollande, qui ne s'est pas représenté. Et finalement, le candidat qui lui a succédé dans son parti, Benoît Hamon, était un de ses opposants en interne pendant une grande partie du quinquennat, puisqu'il était parmi les fameux frondeurs qui ont, entre 2014 et 2017, posé bien des problèmes à la majorité. On avait ce nouveau candidat, Emmanuel Macron, avec sa vision de la France Startup Nation, jeune, qui incarnait un peu cette promesse de renouvellement, qui est promis d'investir des candidats issus de la société civile, de faire de la politique autrement, de dépasser le clivage gauche-droite, etc. Donc on avait toute cette logique de renouvellement. Et puis cette nouveauté, finalement, elle n'était plus là en 2022, puisque Emmanuel Macron n'était plus ce jeune candidat, c'était un candidat président éreinté par 5 années de pouvoir, mais qui était dans une posture beaucoup plus de gravité classique dans la Ve République de président sortant. Et puis, cette campagne est aussi différente parce que le système partisan était différent. Hein. En 2017, personne ne s'attendait à ce que l'effondrement du Parti socialiste soit tel qu'il était. Et puis, même les Républicains, post-2017, pouvaient encore continuer à s'accrocher à cet espoir que 2017 n'était finalement qu'un accident de parcours dû peut-être au Penelope Gate, hein, cette affaire de corruption qui a beaucoup lésé leur candidat François Fillon. Et puis finalement, quand on voit le score qui a été fait en 2022, on voit bien qu'en fait, il ne s'agissait pas juste d'un concours de circonstances, mais peut-être de quelque chose de plus long qui affectait les partis traditionnels dans le système français, en sachant qu'aujourd'hui, ces deux principaux partis, donc le Parti socialiste et les Républicains, ne franchissent pas la barre des 5% qui leur permettrait d'être remboursés de leurs frais de campagne, ce qui pose la question très pragmatique de leur survie financière. Et donc enfin, on assiste à cette espèce d'atomisation du système partisan. Alors, j'ai pas envie d'employer le mot de bloc. On a entendu parfois que le système serait maintenant structuré autour de 3 blocs. Je pense pas qu'il s'agisse de blocs, puisqu'on a des électorats extrêmement hétérogènes. Hein. Donc, les 3 blocs, ce serait Emmanuel Macron, ce serait Marine Le Pen, ce serait Jean-Luc Mélenchon. Mais en fait, on pourrait avoir presque ces termes de galaxies, hein, qui gravitent autour de ces 3 candidats. Mais ces 3 candidats qui font des bons scores aux élections présidentielles, mais
avec finalement pas d'ancrage territorial derrière, pas d'institutionnalisation, c'est-à-dire que les mouvements qui soutiennent ces candidats n'existent pas sans ces candidats ou au-delà de ces candidats, ce qui pose un peu toutes ces questions de l'après 2022, et je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci. Merci Florence d'avoir, de manière aussi claire, dressé un peu le portrait de ces élections et de cette France de 2022. En comparaison avec celle de 2017, je trouve ça vraiment intéressant, et d'avoir déjà introduit un peu cette dimension internationale et européenne. Je me tourne vers Olivier Rosenberg, qui travaille précisément sur ces questions européennes, et je voulais qu'on revienne sur ce qui a été quand même un peu la marque de fabrique d'Emmanuel Macron, de mettre en avant, d'assumer d'une telle façon l'identité européenne, le drapeau européen. Et lorsqu'on a réfléchi ensemble à cette table ronde, je ne savais pas encore qu'il y aurait, ou j'aurais peut-être dû savoir, mais il y avait effectivement cette date du 9 mai qui est annoncée, ça c'était connu, hein, c'est les 12 ans de mon fils. Et par ailleurs, c'est aussi la journée de l'Europe. Et donc ce discours, où on voit à nouveau une ambition européenne très forte. La réalisation est peut-être plus difficile. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? On peut en dire que, comme sur beaucoup de sujets, on ne sait pas tellement ce que Macron va faire. Peut-être parce qu'on n'a pas eu de campagne approfondie. Macron s'est déclaré très très tard. Les médias étaient focalisés sur des choses un peu accessoires. Pendant des mois, ils ont parlé du candidat d'extrême droite, Zemmour, le journaliste. On passait beaucoup d'énergie à parler de ça. Macron est entré en campagne quelques semaines avant la campagne officielle, où le temps de parole doit être équivalent entre tous les candidats. Et on en avait 12. Et du coup, il s'est peu engagé. Il s'est engagé sur quelques dossiers, comme la retraite, comme une compensation par le travail pour certaines personnes qui sont sous allocation, et encore de façon pas très claire pour l'un ou l'autre dossier. Sur les questions européennes, il a en gros annoncé la couleur, c'est-à-dire qu'il serait dans la continuité d'un engagement pro-européen, d'une dynamique, d'une ambition, d'aller le plus loin possible, et en même temps d'avoir plein de dossiers européens ouverts en même temps. Donc il n'y a pas de priorité, il y a beaucoup de sujets européens qui sont sur la table, l'énergie, les institutions, la défense, mais sans programme phare qui apparaissent, quoi. Et c'est un peu un souci quand même démocratique, le fait que le mandat soit pas vraiment clair. Alors il a fait un discours le lundi dernier, comme tu l'as dit à Strasbourg, et de ce discours on voit déjà qui reprend les propositions de la conférence sur le futur de l'Europe à son compte, donc il assume d'aller plus loin dans l'intégration d'une certaine façon. Il se dit ouvert à une révision des traités, ce qui est assez nouveau, alors qu'il y a peut-être une dimension tactique derrière ça, que je vais vous expliquer en 2 minutes parce que ça vaut le coup. La gauche s'unit pour les élections législatives du mois de juin. Elle s'est unie dans ces 4 composantes. Les communistes, les insoumis, donc la gauche radicale de Mélenchon, les Verts et les socialistes. Parmi les dossiers programmatiques qui empêchaient ou qui nuisaient ou qui ralentissaient l'Union, il y avait évidemment la question européenne, puisque c'est sur la question européenne que le mouvement insoumis s'est créé autour du référendum sur la Constitution européenne en 2005. Du coup, le compromis qui a été trouvé dans l'accord programmatique entre ces différentes familles, c'est de dire que les composantes sont ouvertes à une désobéissance possible aux règles européennes, ce qui est assez flou pour satisfaire tout le monde. Parce que pour les insoumis, désobéir, c'est lever le poing et dire voilà, on est prêt à résister, à s'opposer, y compris contre le droit européen. Et pour les socialistes, désobéir, c'est accepter au fond, c'est dire qu'on accepte le cadre des traités européens, mais que de temps en temps, sur telle directive ou tel règlement, on fera part de notre volonté de ne pas respecter quelque chose d'assez limité. Donc comme tous les compromis, il est ambigu.
Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut interpréter le fait que Macron dise « je suis ouvert à une révision des traités européens ». C'est une façon de répondre à cette phrase-là en disant « il n'est pas besoin de désobéir au droit européen, nous avons comme État membre constituant de l'Union européenne la possibilité de faire évoluer les règles si elles nous déplaisent et de ne pas considérer a priori qu'il faut contrevenir à ces engagements. » Donc voilà pour cette petite explication de texte sur la prise d'opposition de Macron lundi. L'autre élément qui ne vous aura pas échappé et qui est au cœur des enjeux géopolitiques futurs pour l'Europe, c'est le fait que de plus en plus, en accord aussi avec le gouvernement italien et les forces politiques italiennes, on envisage la création d'une forme d'Union européenne plus large qui ne serait pas l'Union européenne et qui accueillerait les voisins, certains voisins, notamment les Balkans et puis l'Ukraine, la Géorgie, d'autres États possibles. C'est une position française assez ancienne qui a été mise de côté parce qu'elle est évidemment impopulaire chez les États candidats. Il semblerait que Macron, et pas seulement lui, l'assume de plus en plus ouvertement, avec un grand flou sur ce que serait dans les faits cette confédération. Ce n'est pas le nom qu'il faut donner. Emmanuel Macron lui donne le nom de communauté. Aujourd'hui même, le président Zelensky était en Zoom, en direct avec mon université à Sciences Po, pendant 1 heure. Il a répondu aux questions des étudiants et il a été interrogé là-dessus, précisément. Et de façon assez attendue, il a dit « Moi, je veux pas être invité chez des gens à manger sans qu'il y ait une chaise à table pour moi. » Donc ça montre qu'il y a a priori une réticence devant ce format. Après, peut-être que les États membres vont faire avec cette réticence et considérer qu'une union à 30, 40 membres, avec des membres qui ont un état de développement bien différent de celui des États membres, nécessite de passer outre ces réticences et de proposer une configuration géopolitique originale. Merci. Merci. Je crois qu'on y voit plus clair et effectivement sur le fait que l'Europe, elle est quand même dans la campagne, y compris la campagne actuelle sur les législatives assez présente, mais effectivement avec des aspects un peu tactiques à ne pas sous-estimer. J'ajouterais, si tu me permets à ce que tu viens de dire, que c'est aussi relativement habile de la part du président d'être aussi allant en fait sur cette idée d'une nouvelle convention. D'une part parce que ça met en avant l'idée de tenir compte de ce qui est sorti de la conférence et ce que les citoyens ont demandé, ce qui est précisément ce que la France Insoumise dit qu'il faudrait faire au niveau national. Et d'autre part, le risque il n'est pas forcément très grand, dans la mesure où on a vu tout de suite qu'il y avait une levée de boucliers de tout un tas de pays qui de toute façon vont probablement, au moins dans un premier temps, bloquer. Donc voilà, je ne veux pas être plus machiavélique que Machiavel, mais bon, il y a un petit peu quand même de... Et si je peux ajouter un mot, ça soulève un petit problème qui est que Emmanuel Macron se déclare favorable à un changement des traités, à organiser une convention, sans qu'on sache si vraiment il veut le faire in fine, s'il sera prêt à payer le coût en termes de ratification, etc. Et bon, il me semble que l'Union européenne souffre un peu de ces stratégies à 3 bandes où on annonce quelque chose qu'en même temps on ne veut peut-être pas faire. Exact. Alors, je me tourne maintenant vers Olivier Schmitt. Il y a quelques années, tu as publié un petit livre, intitulé un peu ironiquement, il faut le prendre au second degré. Pourquoi Poutine est notre ami ? Notre allié. Voilà, donc déjà, sur la question du rapport des élites françaises à la Russie de Poutine. Et c'est un livre un peu visionnaire, en fait, par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps, en tout cas qui mettait déjà le doigt sur un danger qui pouvait exister. Donc c'est en partie pour ça que je t'ai invité ce soir, pour plein d'autres raisons aussi, mais précisément pour réfléchir à la politique extérieure et étrangère de la France, au moment où on a cette succession d'élections, où par la force des choses, on est amené à se repositionner, et pour te demander un petit peu comment tu vois justement cette situation,
et aussi la manière dont le gouvernement français et le président français a conduit cette politique ces dernières années et quelles inflexions on peut attendre. Merci beaucoup. Déjà, merci pour l'invitation. Alors, avant de commencer à répondre, comme tu l'as mentionné, je suis en ce moment en détachement à l'Institut des hautes études de défense nationale, qui est un institut qui relève du Premier ministre. Donc, je dois commencer ma présentation en disant que ce que je dis n'engage que ma personne, certainement pas l'IHEDN, ni les services du Premier ministre. Donc, je ne parle que en mon nom propre. Donc, effectivement, je vais peut-être essayer de tracer quelques lignes sur le... pas un bilan de la politique étrangère d'Emmanuel Macron, parce qu'un bilan, ça serait très compliqué, il faudrait le faire vraiment dossier par dossier. Je vais peut-être essayer de relever quelques éléments de cohérence, à la fois de fond et de forme, qui permettent peut-être de nous aider à réfléchir à quoi vont ressembler les 5 prochaines années. Alors sur le fond, je pense qu'il y a quand même eu une forme de continuité de ce qui est des trajectoires traditionnelles de la politique étrangère française, notamment un attachement fort au multilatéralisme, une mise en scène du multilatéralisme, qui est cohérent avec l'idée que les institutions multilatérales sont des leviers de maximisation de puissance pour en fait une puissance qui est en déclin relatif, comme la France. Un affichage dont on peut discuter de la réalité, mais un affichage pro-européen libéral, contrairement à des pays européens anti-libéraux comme la Hongrie ou la Pologne, et la volonté d'être un acteur crédible sur les sujets dits stratégiques, notamment liés au désarmement nucléaire et aux questions plus généralement de paix et de sécurité. Et c'est souvent en France mis sous le terme de « c'est notre responsabilité en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies ». Tout cela, ça reste tout à fait dans la trajectoire traditionnelle de la politique étrangère française. On a vu effectivement quelques inflexions, quelques nuances qui sont liées aussi à l'émergence de nouveaux dossiers. La France est dotée d'une stratégie indo-pacifique avec une réflexion sur... en tout cas l'amorce d'une réflexion beaucoup plus structurée sur la présence du pays dans la zone indo-pacifique, justement. Une volonté, avec plus ou moins de succès, d'essayer d'apaiser des relations mémorielles, notamment avec l'Algérie, notamment avec certains pays africains, par exemple, en rendant des œuvres d'art à certains pays africains. Donc on pourrait discuter en détail du succès relatif, mais il y avait eu cette volonté générale, et tout cela, je trouve que c'est finalement relativement cohérent avec les traditions habituelles de la politique étrangère française sous la Ve République, au moins depuis Georges Pompidou. Sur la forme, il y a quand même des spécificités de la politique étrangère d'Emmanuel Macron. Le premier, c'est assumer une méthode qui est de dire il faut parler à tout le monde. Donc c'est pour ça que je vais parler à Vladimir Poutine, c'est pour ça que je vais parler à l'Arabie Saoudite, je vais revenir sur la question de la Russie après. Donc il y a cette notion de dire, voilà, la France, alors le terme maintenant qui est employé, c'est la France doit être une puissance d'équilibre. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, on pourra en parler après, mais c'est en tout cas l'affichage qui est donné, d'où, en termes de méthode, l'idée de on parle à tout le monde, même quand les autres ne veulent pas forcément parler. Et c'est notamment, on l'a vu récemment, dans la montée vers la guerre et depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, où Emmanuel Macron a passé beaucoup de temps au téléphone ou en visio, je ne sais pas comment ils font, avec Vladimir Poutine. Deuxième type de méthode, c'est un peu le coup d'éclat permanent ou un peu le coup de pied dans la fourmilière. On a vu ce type d'attitude, par exemple, quand dans The Economist, il déclare en 2019 que l'OTAN est en état de mort cérébrale, ce qui provoque un électrochoc assez fort chez un certain nombre de nos alliés. On l'a vu sur le dossier libyen, où la France a organisé, parfois à la grande surprise de l'Italie, certaines initiatives diplomatiques. On l'a vu sur le climat, quand il y avait eu cette annonce Make Climate Great Again, et il voulait inviter un ensemble de chercheurs internationaux à venir en France pour travailler sur le climat. On l'a vu sur le Liban, quand il y a eu cette explosion tragique à Beyrouth. Le lendemain, Emmanuel Macron était au Liban et quasiment convoqué les élites politiques libanaises en leur disant de se réorganiser. On l'a vu, je pense, très récemment, au 9 mai, où il annonce qu'il est favorable à une révision des traités et à une nouvelle architecture du continent européen. Donc tout ça sont aussi des formes de coups d'éclat ou d'effets d'annonce qui sont quand même assez
dans l'ADN de la pratique de la politique étrangère d'Emmanuel Macron. Et il y a un troisième aspect de la méthode qui est la volonté d'établir des relations personnelles fortes avec certains dirigeants. On l'a vu avec Donald Trump au début, où il a invité Donald Trump au défilé du 14 juillet avec cette idée de se dire que si on se regarde les yeux dans les yeux, on va se comprendre, on va s'entendre. Et je pense qu'il y a eu exactement la même idée derrière la tentative de rapprochement avec la Russie. L'idée de se dire que si, pardonnez-moi l'expression, mais si entre hommes on se parle, on va pouvoir aussi se comprendre. Et ça me fait penser à un livre que j'avais trouvé très intéressant d'un auteur américain qui s'appelle Bryant Radburn, qui essaie de classifier un peu les styles diplomatiques des dirigeants. Et il a ce modèle où c'est un peu caricatural, mais il divise entre les romantiques et les réalistes. Donc les réalistes, ce sont un peu ceux qui vont faire une analyse assez froide de la situation politique, et les romantiques sont ceux qui sont convaincus que par leur charisme personnel et leur volonté et leur engagement, ils vont pouvoir changer la situation politique. Donc parmi les réalistes, ils classent des gens comme Kissinger, comme Richelieu, comme Eisenhower, et parmi les romantiques, il met évidemment le général de Gaulle, Winston Churchill ou Ronald Reagan. Je pense fondamentalement que Emmanuel Macron est un romantique de ce point de vue-là. C'est quelqu'un qui pense que son charisme peut modifier la situation politique. Si vous me permettez cette incise, je pense que le régime politique de la Ve République en France ne peut pas produire autre chose que des romantiques. Étant donné le mode d'élection, ça crée un rapport à sa propre confiance en soi qui, à mon avis, produit structurellement des romantiques. Et je pense que la relation avec la Russie, la tentative de rapprochement avec la Russie illustre en fait un bon exemple en fait du fond et de la forme de la méthode Macron. La première, ça a été l'idée de rechercher cette relation personnelle avec Vladimir Poutine, liée à cette vision romantique de son pouvoir de séduction. Je pense très profondément que le président a une vision essentialisante de la Russie. L'idée qu'il y a une forme de Russie éternelle, une âme russe, un peu le cliché des églises dorées sous la neige. Et c'est assez net dans un discours qu'il a donné à l'inauguration de l'exposition des frères Morozov à Paris. Je vous encourage à lire ce discours, parce qu'en fait, il fait un lien très très net entre l'idée que donc, ces deux peintres russes qui ont peint en France et en Russie, et il emploie un vocabulaire qui est très essentialisant sur l'âme russe, l'âme française, comment ces deux peintres ont réussi à capturer l'identité russe et l'identité française, et comment, du coup, ces trajectoires nous engagent politiquement à devoir chercher des compromis avec la Russie. Et je trouve que c'est assez révélateur, d'à mon avis, sa vision, vraiment sa conviction profonde d'une vision, en fait, essentialisante de ce qu'est l'identité, de ce que sont les nationalismes, et qui, en fait, compensée par son engagement pro-européen et l'idée d'être une puissance responsable au sein de l'OTAN et de l'Alliance transatlantique. Et cette volonté d'essayer de transformer la situation politique grâce à son charisme fait que quand ça ne marche pas, c'est la faute d'autres. Et c'est à mon avis ce qui explique aussi le discours qu'il a tenu à la conférence des ambassadeurs, dans lequel il prévient le corps diplomatique français de dire voilà, on va se rapprocher de la Russie et en gros ne sabotez pas mes efforts. Et il emploie cette expression que je trouve à titre personnel irresponsable. Il a parlé d'état profond qui en fait remettrait en cause les initiatives envers la Russie. Et c'est pour moi assez révélateur de cette attitude, c'est-à-dire en fait si la volonté est là, c'est un peu le triomphe de la volonté, si la volonté est là, il y a un chemin. Et pour finir, juste sur le coup d'éclat, ça a typiquement été la rencontre avec Vladimir Poutine au fort de Brégançon, pour laquelle nous n'avons pas informé nos partenaires européens en amont, on les a informés en aval, mais c'est quelque chose que les diplomates français aujourd'hui, notamment à Bruxelles, continuent d'entendre en disant mais attendez, on ne peut pas vous faire confiance, d'un seul coup vous vous rapprochez de la Russie, vous le dites à personne. Mais pour moi c'est assez typique de ces tentatives d'avoir des coups d'éclat. Alors du coup, si on essaye, je pense qu'il faut garder un peu en tête ces deux dimensions, à la fois des convictions profondes et aussi de la méthode d'Emmanuel Macron, pour essayer de réfléchir un petit peu à ce qui peut arriver dans ce quinquennat, sachant qu'il aura un certain nombre de défis qui se posent de manière très nette pour la politique étrangère française. Le premier, c'est, vous le savez, l'opération Barkhane au Sahel,
touche à sa fin. La relation actuelle avec le Mali est très franchement désastreuse. Donc se pose la question de quelle est la configuration et la place de la France dans cette région du monde, quel type de relations nouer ou renouer. Il y a évidemment la grande question de l'architecture de sécurité européenne, du rapport avec la Russie, avec, à titre personnel, une question assez importante sur le rôle de l'OTAN et la place que la France doit jouer au sein de l'OTAN. Pourquoi ? Parce que la guerre actuelle a clairement servi à raffermir les liens entre alliés au sein de l'OTAN. Et je pense que ça a un petit peu pris de court la diplomatie française, qui n'a pour l'instant pas formulé de projet positif vis-à-vis de l'OTAN. Et ça, je pense que ça va être un sujet qu'il va falloir aborder de front, en fait, dès maintenant. Il va se poser la question aussi du rapport à la Chine. Le débat vis-à-vis de la Chine n'est pas tranché, pour moi, en France. Il est tranché aux États-Unis aujourd'hui. La Chine est clairement vue comme un adversaire. Mais si vous entendez la manière dont le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, parle de la Chine, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, parle de la Chine, c'est pas la même chose. Il y en a un qui dit qu'il faut chercher des coopérations parce qu'il y a évidemment un enjeu commercial, un autre qui dit que la Chine est un compétiteur structurel. C'est pas la même chose. Donc même au sein du gouvernement, les deux visions possibles ne sont pas encore réconciliées. Et je pense qu'il y a, d'une manière plus générale, et je vais m'arrêter là-dessus, une question plus générale de quelle est la question de la place de la France dans le monde et surtout du discours politique qui est tenu en interne, puisqu'on parle souvent de rang de la France, de grande puissance, de puissance d'équilibre, mais on pourra peut-être en débattre, mais j'ai l'impression qu'une partie de la désaffection des citoyens vis-à-vis de la vie politique vient aussi certainement de ce qu'ils perçoivent comme étant un écart entre une rhétorique de la France comme étant grande puissance et ce qu'ils perçoivent probablement comme une forme de réalité d'un décalage entre les moyens et les ambitions. Et je pense que là, il y a peut-être un lien assez intéressant à faire sur le retour entre politique intérieure et politique étrangère. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Je saisis ce mot d'écart au vol, parce que je perçois aussi un écart entre finalement les positions affichées par le gouvernement, par le président, sur les questions internationales, mais peut-être plus encore sur les questions européennes, et finalement ce que les électeurs expriment lorsqu'ils sont sollicités dans des élections. Et tu mentionnais aussi le fait que la Ve République produisait structurellement un style de présidence. Ce qu'elle produit aussi structurellement, me semble-t-il, sur un plan institutionnel, c'est vraiment une forte distorsion de la représentation et du coup un écart potentiellement très grand entre ici le président élu et on verra, mais derrière l'Assemblée qui suit et la tendance politique dominante et ce que les Français ressentent fondamentalement. Sur un plan tout à fait anecdotique, mais j'étais ici en 2017 au moment des précédentes élections, et c'est vrai que j'ai vu le regard de mes amis autrichiens changer fortement sur la France. D'un seul coup, la France était devenue jeune, dynamique, pro-européenne, etc. C'était en partie vrai, mais j'alertais déjà sur le fait que si on faisait le décompte des votes lors des élections, c'était peut-être pas aussi simple, aussi clair. Et là, il y a à nouveau un peu cet effet où on voit un président qui est élu, il n'y a pas de contestation possible, il est très bien élu, il fait 28% des voix au premier tour, mais 28%, ça veut dire qu'il y a quand même, grosso modo, 3 électeurs pour 4 qui n'ont pas voté pour lui, et plus de la moitié des électeurs qui ont voté pour des partis qui sont très clairement anti-européens ou eurosceptiques. Voilà, donc je voulais vous interpeller tous les trois sur ce décalage, comment vous l'analysez, comment vous le percevez, et est-ce qu'on doit s'en inquiéter ? À la fois d'ailleurs, on peut réfléchir à la question de deux manières, s'en inquiéter par rapport à ce qui se passe en France et la crise de la représentation, et s'en inquiéter aussi sur la capacité finalement à agir durablement de manière aussi déconnectée de ce que veulent les électeurs. Je ne sais pas qui veut... Je peux répondre en 2 mots là-dessus. Olivier, sur le décalage, je pense que la structure de l'État fait que notre exécutif est tellement fort qu'en termes de politique étrangère, même s'il y a un décalage, l'exécutif pourra quand même, en gros, accomplir la vision ou se donner les moyens de mettre en œuvre des objectifs politiques, même s'il y a un décalage important entre le sentiment de la population et la vision du politique. Donc, je ne sais pas pour les autres, mais pour la politique étrangère, je ne pense pas que ce soit tant un enjeu que ça. Par contre, je vais juste, avant de passer la parole à mes camarades, donner juste ce chiffre. En 2017, 46%
de l'électorat a voté pour des partis qui avaient explicitement dans leur programme la sortie de l'OTAN. En 2022, c'était 53%. Donc en fait, et je sais très bien que c'est certainement pas la raison principale pour laquelle les gens votent pour ces partis, il n'empêche que c'est dans leur programme, il n'empêche que c'est un geste qui relève de l'exécutif, donc si ces partis arrivent au pouvoir, ils peuvent le mettre en œuvre, et c'est un geste qui en fait, quel que soit le degré de sortie, ce soit le commandant du militaire intégré ou de complètement sortir de l'alliance, qui serait quand même structurellement différent, mais sortir du commandant militaire intégré, c'est un geste qui est facile politiquement à mettre en œuvre, dont la plupart des citoyens en fait ne réalisent pas concrètement ce que ça veut dire, puisque De Gaulle l'a fait en 1966, pourquoi on ne pourrait pas le refaire, et qui peut être mis très facilement en œuvre, parce que ça coûte très peu en termes de politique intérieure. Florence ? Sur cette question du décalage, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit quand tu as dit que Macron avait été bien élu. Alors oui, c'est vrai quand on regarde les chiffres, mais finalement quand on regarde ce qui se passe derrière ces chiffres, c'est pas si vrai que ça, puisqu'en fait dans ces 28%, il faut aussi voir à une forte mobilisation des électeurs, non pas pour Macron, mais contre Mélenchon ou contre Le Pen, et c'était par certains aspects pas un vote de conviction. Je pense notamment à toute une frange des électeurs socialistes, centre-gauche, qui avaient peur d'un duel Mélenchon-Le Pen et qui, du coup, dès le premier tour, se sont rabattus sur Emmanuel Macron. Et ça explique aussi, en partie, pas seulement le score catastrophique d'Anne Hidalgo, la candidate du Parti socialiste. Je pense que le mot catastrophique est le terme scientifique adéquat pour le décrire. Donc finalement, et c'est aussi, et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir vu dans cette élection que c'est un candidat où il y a eu un vote utile pour ce candidat, mais il y a aussi eu un vote utile contre ce candidat, un vote utile assez fort en faveur de Mélenchon, en faveur de Le Pen. Et au second tour, on a aussi vu, c'est cette question de barrage qui s'érode, et c'est cette question aussi de voir même une partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui, en grande partie, se sont abstenus, et aussi, pour une certaine part, ont un peu franchi le Rubicon, si j'ose dire, et ont voté pour Le Pen, non pas par conviction, mais contre Emmanuel Macron. Je pense que c'est vraiment important de se rappeler qu'il a été élu quand même. Il a été bien élu, mais en fait, pas par conviction. Et il y a eu, donc déjà, il y a ce premier décalage, un peu cette sensation pour les électeurs peut-être d'être pris au piège, de voir toujours ce scénario se répéter, de bon, voilà, on va nous remettre Le Pen au second tour et on va devoir aller faire barrage, et finalement, on ne peut jamais voter pour les candidats qui nous intéressent. Et finalement, est-ce qu'il y a vraiment ces candidats qui nous intéressent ? Je vous parlais aussi de cette absence de renouvellement qui peut aussi provoquer cette lassitude. Et puis, c'est un décalage aussi en termes de préoccupation des Françaises et des Français, puisque la préoccupation première, principale, c'était quand même le pouvoir d'achat. Et bon, on a eu justement, comme je le disais tout à l'heure, Marine Le Pen qui a saisi cette préoccupation. Mais la campagne a été marquée, comme Olivier le mentionnait tout à l'heure, avec ce candidat Éric Zemmour qui a mené toute cette campagne où finalement on a parlé énormément d'immigration. L'immigration n'est pas la préoccupation majeure des Français, c'est, je crois, la quatrième principale préoccupation, mais ce n'est pas la première. Et on a parlé aussi, il y a eu des débats sur, notamment, peut-être qu'à titre personnel, je suis un peu biaisée, mais voilà, sur l'islamo-gauchisme à l'université, sur le wokisme qui gangrène la société. Bon, c'était peut-être pas les sujets qui mobilisaient les Françaises et les Français à l'occasion de l'élection. Et il y a quelque chose de très important, il y a quand même toute une partie d'électorat qui a été oubliée, ce sont les jeunes. Quand on regarde l'abstention chez les 18-24 ans, ça atteint 42%. C'est énorme, c'est quelque chose qui doit interroger. Et c'est quelque chose aussi qui se voit dans la façon dont je pensais à une intervention médiatique de Tom Chevalier, donc, qui est aussi, qui a été chercheur au CE, et qui disait que finalement les candidats à la présidentielle parlent de la jeunesse, mais ne parlent pas aux jeunes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans leur programme, on ne trouve pas de propositions qui s'adressent aux jeunes, notamment la préoccupation principale des jeunes aujourd'hui, et on peut comprendre, c'est l'écologie. C'est une dimension qui a été fondamentalement absente de la campagne, et c'est quand même incroyable que ça n'ait pas été davantage mentionné. Et quand on parle des jeunes, finalement, on mentionne des choses sur le RSA, les prestations sociales, etc., mais qui ne sont pas les préoccupations de la jeunesse aujourd'hui. Bon, sans chercher bien sûr à essentialiser la jeunesse, il y a
évidemment plein de jeunes différents en France, mais il y a cette question-là de cette jeunesse qui est peut-être qui se détourne des urnes, mais qui n'est pas désintéressée par la politique, qui cherche peut-être qui attend peut-être des responsables politiques des façons de faire de la politique autrement, qui ne serait plus, une fois tous les 5 ans, on glisse un bulletin dans l'urne entre eux, pour le dire vite, Macron ou Le Pen, mais plutôt des formes. Alors on peut dire que Emmanuel Macron a cherché à trouver des solutions avec sa convention citoyenne et tout ça, mais enfin, on va quand même le dire franchement, c'était un petit peu une mascarade par plein d'aspects, c'est-à-dire qu'on a ouvert ce débat et puis il n'y a rien qui en est sorti. Donc voilà, c'est un peu aussi ce décalage, il s'exprime aussi vis-à-vis de cette jeunesse qui est caractérisée par une forte volatilité, par un vote intermittent, donc on se déplace quand l'élection est intéressante, mais pas toujours, et puis qui surtout participe autrement, participe en ligne, se mobilise localement par des happenings, signe des pétitions, etc. Et je pense que ce décalage aujourd'hui, c'est aussi de voir cette génération qui vient et pas seulement s'adresser aux retraités. Donc quand on regarde l'électorat d'Emmanuel Macron aujourd'hui, il était peut-être en 2017, il faisait peut-être recette chez les jeunes, c'est plus le cas en 2022. En 2022, il a un électorat qu'on pourrait qualifier d'électorat classique de droite, conservateur, les retraités, les personnes de 70 ans et plus ont voté à plus de 70% pour Emmanuel Macron au second tour. Voilà, donc c'est un peu ce décalage, il s'exprime aussi par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a une fragmentation de l'électorat qui est quand même assez frappante sur plein de lignes de clivage par ailleurs. Et ce serait intéressant de voir dans les analyses un peu plus poussées, effectivement, ce qui est vraiment déterminant. Mais en tout cas, le clivage générationnel, il est bien présent. Ça, je crois que c'est assez clair pour tout le monde. Tu as dit, et puis Olivier aussi, après, que finalement, il n'y avait pas eu de vraie campagne. Hein, c'est vrai, c'est assez flagrant. Et j'ai néanmoins l'impression, mais c'est peut-être une impression que, du coup, dans les peu de discussions qu'il y a eu, la dimension internationale et européenne est quand même relativement importante. Je veux dire par là que la question européenne, on le voit là aussi dans les législatives, tu l'as dit, c'est l'alliance qui se noue à gauche entre partis. Cette question européenne, elle est vraiment présente. Je ne suis pas sûr que c'était le cas il y a 10, 20 ans ou 30 ans encore moins. Du coup, est-ce que c'est une impression? Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier. Et est-ce que ça modifie quand même la manière dont la politique française se déploie, en fait? Alors, là-dessus, lors des précédentes élections présidentielles, en 2017, la question européenne avait eu une dimension première et historique quasiment. On a en France ce débat télévisé le mercredi ou le jeudi soir, à quelques jours du second tour, qui est suivi par entre 15 et 20 millions de personnes. Donc c'est un grand moment de vie démocratique que ce débat-là. Et d'ailleurs, il y a un côté rite collectif des élections présidentielles avec une répétition de séquences et une montée en intensité. Donc le débat télé est un moment important. Et en 2017... le débat avait été raté par Marine Le Pen, parce que par moments elle divaguait un petit peu, on peut le dire, mais aussi sur la question de l'euro. C'est-à-dire que Macron avait vraiment mis le doigt en disant « Est-ce que vous voulez qu'on sorte de l'euro ?» Et elle avait dit à la fois qu'elle voulait sortir, et puis elle s'était un peu embrouillée dans sa réponse. Et donc là, pour la première fois en 2017, la question européenne faisait partie des éléments centraux de la vie politique et du choix électoral. Ça a été moins le cas cette fois-ci parce que Marine Le Pen a fait le choix d'en rabattre et de mettre moins en avant ces éléments programmatiques, voire de les réviser. Concernant l'Union européenne, elle ne demande plus la sortie de l'euro par exemple. Sauf qu'il y a deux bémols à ça. D'abord, le fait qu'il reste des éléments anti-européens dans son programme et qui font penser qu'on aurait pu aller vers une sorte de Frexit par mégarde ou indirect avec son élection. Je vous donne juste un exemple. Elle dit « Je ne suis pas pour sortir de l'Union européenne, mais je suis pour la primauté du droit national sur le droit européen. » Donc, là, pas besoin de faire des études à l'académie diplomatique pour voir qu'il y a un souci. L'autre bémol, l'autre élément qui va dans ton sens, Julien, c'est que la dimension européenne était
tout de même présente, même si ce n'était pas de façon aussi caricaturale ou aussi forte. Elle est présente comme une forme d'ombre portée sur de nombreux débats qui ne sont pas a priori sur la question européenne, mais où la question européenne importe. Et notamment une question qui a été importante alors que ce n'était pas gagné d'avance, qui est la question de l'énergie, de l'approvisionnement énergétique, du mix énergétique de la France, avec en gros Jean-Luc Mélenchon contre le nucléaire, Marine Le Pen totalement pour, et même pour démonter les éoliennes, ce qui semble assez frappant. Et puis Emmanuel Macron entre les deux. Ce débat énergétique, quand les candidats en ont parlé, c'était largement un débat européen en disant quels sont les engagements de nos voisins allemands en la matière, quelle est notre relation géopolitique avec la Russie, et enfin la compatibilité avec le Green Deal, même si c'était un peu moins présent pour cette dernière dimension. Donc le débat européen était d'une certaine façon indirect. Je voudrais juste ajouter un mot, parce que j'étais très intéressé par ce qu'a dit Olivier sur les coups d'éclat. C'est vrai que c'est frappant, la France, les présidents français font des coups d'éclat. Et c'est assez souvent, ou c'est parfois contre-productif, parce que c'est vu comme de l'arrogance française. En tout cas, ça manifeste un manque de coordination avec nos partenaires. Je crois qu'il y a des raisons très profondes à ça. Rapidement, je voudrais vous en donner trois. D'abord, c'est l'évidence, le fait que le président a peu de contraintes institutionnelles pour la définition de sa politique étrangère. Donc, il peut décider seul et au dernier moment de la réorienter. C'est plus difficile pour les chanceliers allemands ou autrichiens. Deuxièmement, sans doute la pauvreté intellectuelle du débat français sur les questions stratégiques et internationales, le fait qu'on ait des think tanks qui soient assez peu nombreux, peu développés, qu'on ait une recherche en sciences sociales qui soit aussi loin des décideurs, pour des raisons qui ont à voir à la fois avec ce que sont les chercheurs et ce que sont les décideurs, hein, les torts sont partagés. Et du coup, comment ça se passe ? Je suis prêt à mettre ma main coupée pour le discours du 9 mai. Emmanuel Macron a fait travailler 2-3 conseillers pendant 2 semaines. Et puis, l'avant-veille, il s'est attaqué au dossier en se demandant ce qu'il pouvait en tirer d'un peu saillant, d'un peu sexy. Et il n'y a pas eu de réflexion. Enfin, il y a eu une réflexion, mais elle est assez minimale. Vous voyez, c'est un mélange de centralisme, où on décide par le haut, et du fait que la réflexion intellectuelle nourrisse assez peu cette décision par en haut. Et du coup, des coups d'éclat parfois mal préparés peuvent en sortir. La troisième raison pour cette gouvernance diplomatique de la France, c'est aussi le fait que le président est, comme tout responsable occidentaux, est très contraint sur la plupart des dossiers économiques, dossiers sociaux, réduire le taux de chômage. Il doit faire avec beaucoup de contraintes financières, d'appartenance à l'Union européenne et en général de gouvernance multiniveau. Sur les relations avec la Russie, c'est moins le cas. Et donc, c'est une façon, je pense, de même que pour les nominations, c'est une façon d'exprimer le pouvoir. Le pouvoir s'est désacralisé, il reste assez peu de choses au pouvoir, il lui reste ça. Il lui reste de grands discours devant la conférence des ambassadeurs où on peut avancer des priorités ou alors des voyages imprévus, des coups d'éclat, encore une fois. Merci. Je ne sais pas si Florence, Olivier, vous avez des choses à ajouter ou si on peut déjà prendre des questions peut-être du public. Je voudrais peut-être juste rebondir sur ce que disait Olivier en disant que oui, effectivement, donc le président a toutes ces prérogatives de politique extérieure, c'est tous ces coups d'éclat possibles, et c'est d'autant plus vrai puisqu'on a parlé ces derniers temps d'une possibilité de cohabitation, bon, peu probable, mais pas inexistante, et c'est encore plus vrai dans les périodes de cohabitation que finalement il y a un partage au Premier ministre les affaires courantes et le national, et au président de la République, de la diplomatie et l'international. Oui.
5 secondes. Il y a effectivement un point qui est très important, c'est la centralisation bureaucratique à l'Élysée de tous les dossiers liés à la défense et à la sécurité. Tout ce qui remonte des services de renseignement, du ministère des Armées, du ministère des Affaires étrangères, en fait remonte à l'Élysée, ce qui donne à l'Élysée aussi un avantage institutionnel qui est en fait très fort par rapport aux autres acteurs. Donc par construction, l'Élysée est très fort. Il y a le deuxième rôle de la dissuasion nucléaire, qui est ontologiquement relie l'autonomie de décision du président. Et comme le système de la dissuasion nucléaire est fait pour maximiser l'autonomie du président sur le moment où est-ce qu'on l'engage, est-ce qu'on doit l'engager ou pas, c'est le président qui doit décider. En fait, par effet de ricochet, ça a aussi un impact sur la conduite de la politique étrangère. Et le troisième élément que je voulais mentionner, mais c'est plus pour un élément de réflexion sur le lien entre politique nationale et politique étrangère, je suis... À titre personnel, je ne peux pas le démontrer, je n'ai pas fait les études de sociologie politique qui permettraient de le montrer, mais un des éléments de friction, de ralliement des gauches, a en fait, pour moi, été la vision de la politique étrangère de Jean-Luc Mélenchon, qui n'était absolument pas partagée par les potentiels partenaires, que ce soit Europe Écologie Les Verts ou le Parti Socialiste. Et je pense que pendant 5 ans, ça a en tout cas empêché LFI de créer un grand parti de gauche. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, depuis le second tour de la présidentielle, les questions de politique étrangère, qui, pour moi, en fait, étaient pas si absentes du débat à gauche, ont complètement disparu. C'est plus du tout quelque chose qui est abordé. Le rapport à la Syrie, le rapport à la Russie, c'est complètement évacué. Pour ajouter un point dans le sens de ce qui vient d'être dit sur cette espèce de centralisme et d'accaparement du pouvoir en matière de politique étrangère, sur la politique européenne, c'est quand même assez intéressant parce qu'on est dans, comme vous le savez, comme ça a été rappelé, dans la période de présidence française du Conseil. Je n'apprends pas ça aux gens ici à l'Académie, mais le Conseil de l'Union européenne, ce sont les ministres. Et donc, on pourrait s'attendre à ce que ce soit le ministre des Affaires étrangères ou le Premier ministre qui porte la voix de la France dans ces questions. Et c'est absolument pas le cas, en fait. On n'imaginerait pas, dans un contexte similaire, que de président dans un autre pays de l'Union européenne, je sais pas, que ce soit pas le chancelier ou le président du Conseil ou le Premier ministre qui viennent exprimer la voix du pays si on a une présidence du Conseil. Donc c'est un peu curieux. Je voyais récemment dans des commentaires une question de savoir si on pouvait imaginer que le président se nomme lui-même Premier ministre, si c'était compatible dans les institutions. Et en fait, je me disais, la question, elle n'est pas très intéressante, parce que finalement, pourquoi il ferait ça? Il n'a pas besoin de le faire, en réalité. C'est déjà lui le Premier ministre, donc il n'y a pas besoin. Voilà, je pousse peut-être le bouchon un peu loin, mais c'est quand même pour... Juste d'un mot pour faire le lien entre vos deux interventions. La différence, c'est que c'est la taille de la capacité bureaucratique, ce qu'on perçoit souvent assez mal de loin, parce que le président est plus puissant que le Premier ministre. Mais l'Élysée, c'est pas grand-chose en termes d'infrastructure. C'est un petit palais vétuste et une centaine de conseillers. Alors très bons, bien sûr, très compétents, mais surmenés et s'occupant de tout le temps. Alors que de ce point de vue-là, le Premier ministre et Matignon jouent beaucoup plus le rôle traditionnel de coordonner une bureaucratie de haut niveau et d'être innervé comme ça par l'expertise des différents ministères. Et lui-même, le secrétariat général du gouvernement, a une capacité bureaucratique très, très importante. Très bonne remarque. Je propose qu'on ouvre. Voilà, si vous avez des questions ou des réactions à ce qui vient d'être dit. Oui, allez-y. Il y a un micro qui va arriver jusqu'à vous, pour nous entendre. Voilà. Est-ce qu'il en marche? Super, merci. Déjà, je voudrais vous remercier pour vos interventions de qualité qui ont abordé plusieurs sujets, puisqu'on a pu avoir un panel très large des différentes visions, à la fois des visions stratégiques sécuritaires, des visions plus sociologiques, mais aussi plus institutionnelles. Ma question s'adresse à vous, madame, puisque si je résume bien et si je comprends bien, vous expliquez notamment l'échec du candidat Éric Zemmour par le fait qu'il a abordé des thématiques qui ne sont pas dans les priorités des Français, comme l'immigration, et vous avez évoqué aussi le discours islamo-gauchisme, etc.
Mais pourriez-vous aussi, à l'inverse, dire que ces thématiques-là ont également contribué à l'entrée en politique de ce candidat et à son succès initial, notamment quand on voit que de plus en plus se développent ce qu'on va appeler, notamment sur Internet, ce qu'on appelle la fachosphère, avec en tête de gondole des influenceurs de droite, donc je ne voudrais pas forcément citer les noms. Donc voilà, dans ce contexte-là, pourriez-vous aussi dire que ces thématiques qu'il a mises sur la table ont contribué à son succès initial? Merci. Oui. Je peux répondre directement? Oui. Oui, mais merci beaucoup pour cette question. Alors, je voudrais préciser quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Donc, je n'ai vraiment pas voulu dire que ces thématiques, enfin que Éric Zemmour n'aurait pas réussi parce que ces thématiques n'intéressaient pas les Français, mais plus par le fait que voilà, la campagne n'a pas abordé les priorités principales. Maintenant, j'ai beaucoup entendu le soir du premier tour les journalistes commenter les résultats en disant qu'Éric Zemmour s'était planté. Je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup moins que ce qu'on le prédisait, mais il a quand même fait 7%. C'était la première fois qu'il se présentait, c'était un candidat qui avait rien derrière lui, on a dit que c'était une bulle médiatique, etc. Je trouve que 7%, c'est pas mal. C'est plus que le PS, c'est plus que les Républicains. Enfin, je veux dire, moi, je l'aurais mauvaise à la place de Valérie Pécresse. Enfin, voilà. Donc, mis bout à bout. Je pense que plus que les PS, plus les Républicains. Et ça montre quelque chose quand même, si on additionne ces électorats de Marine Le Pen, cet électorat d'Éric Zemmour et cet électorat de Nicolas Dupont-Aignan, on est quand même, l'extrême droite atteint des niveaux, c'est un record en France. Alors bien sûr, attention, je dis additionner ces électorats, ils ne s'additionnent pas. Hein. Il y a des électeurs d'Éric Zemmour qui jamais ne voteraient pour Marine Le Pen. Et on voit bien d'ailleurs la sociologie de l'électorat d'Éric Zemmour, c'est un peu c'est un peu voilà, c'est Neuilly, c'est un peu un électorat assez bourgeois, catholique, pratiquant, voilà, qui ne voterait pas Le Pen, hein, parce que voilà, il y a des limites à ne pas franchir, mais c'est un électorat qui est différent. Et Éric Zemmour n'a pas du tout échoué, comme vous l'avez très justement souligné, puisque ces thématiques, finalement, il a gagné le combat des idées, même s'il n'a pas gagné dans les urnes. Il s'est implanté avec son 7%, même si, maintenant, Marine Le Pen refuse l'alliance pour les législatives, mais il a énormément aidé Marine Le Pen à avoir le score qu'elle a aujourd'hui, parce qu'en fait, il lui a permis de faire parler des thématiques qui feront prospérer le Rassemblement national sur les questions d'immigration notamment, mais sans qu'elle ait besoin de le faire. C'est ça, puisque finalement, elle avait ce candidat-là, cet épouvantail qui en parlait à sa place. Les électeurs qui votent Marine Le Pen, ne les prenons pas pour des idiots, savent très bien pour qui ils votent quand ils votent pour Marine Le Pen. Donc, voilà, c'est finalement, elle a eu cet espace libre pour pouvoir parler de pouvoir d'achat et pouvoir peut-être séduire une frange de l'électorat qui n'aurait pas voté pour elle avant. Donc, absolument, je suis d'accord, ce n'est pas du tout un échec pour Éric Zemmour, et je pense que c'est une dynamique, vous mentionnez la fachosphère, c'est une dynamique qui, pour moi, a en partie ses origines dans la Manif pour tous. Hein, donc c'est pendant le quinquennat de François Hollande, quand il y a eu tous ces débats sur l'extension du mariage aux couples homosexuels, et qu'on a vu se développer tout un nouveau réseau de militants de la fachosphère, des catholiques, la frange dure des catholiques en France. Et c'est quelque chose pour moi qui a prospéré et qui a trouvé en partie son expression dans Éric Zemmour, qui permet à un certain électorat d'exprimer ses idées sans avoir à voter Le Pen. Mais finalement, quand on regarde le report des voix au second tour, ça a largement bénéficié à Marine Le Pen. Il faudra voir ensuite si Reconquête, donc le parti d'Éric Zemmour, réussit à avoir des sièges à l'Assemblée nationale. Il faudra voir ce que ça donne. Mais bon, en tout cas, clairement, Éric Zemmour n'a pas échoué avec sa candidature à l'élection présidentielle. Il faut dire aussi qu'il a été soutenu par un groupe de presse privée en France, de façon assez nouvelle dans la vie politique française. Il y a un groupe de presse avec ses journaux et ses chaînes de télé qui ont offert un très large espace pendant plusieurs mois. Ce n'est pas juste les 2 mois de la campagne, mais pendant 1 an et demi, à peu près. Oui. J'avais envie de poser une question un petit peu provocante à nos panélistes. D'abord, un grand merci, Julien, d'avoir organisé cet événement passionnant et merci à l'Académie diplomatique de nous accueillir ce soir. J'avais envie de poser une question un peu provocante à nos panélistes.
peut-on citer un seul point positif, un seul succès de la politique étrangère d'Emmanuel Macron pendant ces 5 ans? Je repensais, en vous écoutant, je repensais au Sahel, donc, et à la décision du Mali, qui est assez, pour moi, assez incroyable. Enfin, un pays qui nous met purement et simplement à la porte, juridiquement, politiquement, enfin, qui expulse nos représentants, etc. Je repensais à l'affaire AUKUS, je ne sais pas comment vous voyez, AUKUS. Je repensais à l'érosion donc, du dialogue avec la Russie. Cela dit, moi je trouve que le président a eu raison de dialoguer autant que possible avec Vladimir Poutine, mais il faut bien reconnaître que tout ça n'a pas fonctionné. Je repensais au Liban, encore un coup d'éclat, mais qui n'a pas été suivi de quoi que ce soit. J'ai l'impression, à en lire les journaux, je ne suis pas du tout un expert de la question, mais que le Liban est toujours dans le marasme le plus complet. Je repensais aux propos, alors je ne sais plus si c'est le ministre des Affaires étrangères polonais ou le Premier ministre, critiquant les avancées et se faisant traiter en contrepartie de nazi par Emmanuel Macron. Alors, un échange entre 2 États membres de l'Union européenne et ce genre de propos de la part du président en exercice de l'Union européenne, moi, ça me paraît quand même assez invraisemblable. Enfin, qu'on ne traite pas un homologue européen de nazi, quoi qu'on puisse penser sur... Enfin voilà, tout ça me revenait à l'esprit en vous écoutant. Et je me disais, peut-on citer un seul point positif de la politique étrangère d'Emmanuel Macron? Merci. Vous allez en trouver. Je commence. Vas-y. Sinon, tu Vas-y. Je veux bien dire un mot parce que je pense que tu connais mieux que moi. Alors, oui, des succès sur des dossiers européens ponctuels, notamment le premier qu'il a traité en arrivant il y a 5 ans, qui est la renégociation de la directive sur les travailleurs détachés. Alors, c'est pas le plus flamboyant, mais en même temps, c'est important et ça a animé l'opinion publique, donc il a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Sur les coopérations militaires renforcées, c'est pas grâce à Emmanuel Macron qu'elles existent, puisque le projet lui préexistait, mais après une période d'hésitation, la France a mis toute son énergie et maintenant l'État membre qui participe au plus grand nombre de projets de coopération militaire. On voit l'importance du dossier en ce moment. Et j'ai envie d'ajouter, alors c'est peut-être pas tout à fait satisfaisant, qu'il y a un contraste qui est la présidence Sarkozy de 2007 à 2012, où en termes de coup d'éclat, on était au summum. Et Sarkozy avait réussi à se fâcher avec beaucoup d'États dans le monde en 5 ans. Pensez par exemple à un État avec qui il n'y a pas de problème structurel comme le Mexique. On avait annulé l'année du Mexique en France parce que, pour des histoires où Sarkozy était intervenu en ne respectant pas les formes, en fait, et en méprisant un peu les autorités. Et à la fin du mandat de Sarkozy, on avait cet exemple dans une vingtaine de pays du monde. Donc, ce n'est pas le cas avec Emmanuel Macron. Il y a eu une tension sur la Pologne. C'était 4 jours avant le second tour de la présidentielle, donc c'était un moment un peu particulier. Et puis, qui masque un peu aussi le fait que l'antagonisme qu'il y a pu y avoir en 2019 au moment des élections européennes entre les États dits illibéraux, Pologne, Hongrie, et puis la France comme chef de file, cet antagonisme est un peu moins fort aujourd'hui, parce qu'Emmanuel Macron parle à tout le monde, encore une fois, y compris à Orban, et aussi parce que du point de vue de la guerre en Ukraine, les Allemands membres sont dans le même bateau, et donc malgré les insultes, l'antagonisme est moins grand, je crois, en ce moment. Non, oui, je souscris intégralement à ce que tu as dit, parce qu'en fait, la difficulté de ce type de bilan, c'est que souvent, ce sont des dynamiques qui ne relèvent pas de l'action même du président. Enfin, l'échec du dialogue avec la Russie, je pense que ça a aussi beaucoup à voir avec la Russie elle-même. L'échec avec le Mali, ça a beaucoup à voir avec le régime actuellement en cours au Mali. Donc, c'est difficile de faire un bilan qui serait purement unilatéral. De ce point de vue-là, outre ce qui a déjà été mentionné, je pense qu'il y a un point qui est positif. Je pense que la France a réellement contribué, notamment au niveau avec nos partenaires européens, à commencer à entamer une réelle réflexion sur le rapport avec l'Indo-Pacifique et l'architecture et la relation qu'on peut ou doit avoir avec les États-Unis en Indo-Pacifique. C'est très clairement là que vont se situer la plupart des enjeux internationaux dès maintenant, mais encore plus dans le futur. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est à mettre au moins partiellement au crédit du président.
On a renforcé nos relations avec l'Italie après une période assez difficile quand même. C'est quand même aussi à mettre au crédit, le traité du Quirinal, relations avec la Grèce. Au sein de l'OTAN, la France... Alors, effectivement, il y a il y a eu le coup d'éclat de... voilà, l'Alliance est en état de mort cérébrale, mais en fait, quand on regarde la pratique des coopérations, le fait d'envoyer un bataillon dans les pays baltes, le fait d'avoir depuis 2 mois annoncé qu'il y aurait un nouveau bataillon déployé en Roumanie, tout ça, ce sont des gestes qui montrent, du point de vue des alliés, le fait que la France est un partenaire crédible. Et ça, pour moi, ayant travaillé à l'OTAN pendant un certain temps avant, j'ai senti le changement d'attitude. Il y avait jusque-là très fortement l'idée de les Français ont toujours un double discours, et en fait, on ne peut pas vraiment leur faire confiance. Des gestes très concrets comme cela ont en fait, du point de vue des coopérations quotidiennes, réellement faciliter les relations avec les alliés, même si certains vont toujours être les premiers à vouloir prendre le premier mot qui sort et vouloir nécessairement voir une mauvaise intention derrière. On ne peut pas l'empêcher, mais en pratique, je pense que les relations se sont réellement fluidifiées. Je pense qu'avec un certain nombre de pays africains, il y a une dynamique aussi qui s'est réinitialisée. Des gestes dont je parlais tout à l'heure, comme par exemple rendre un certain nombre d'œuvres d'art, sont réellement des... Ça peut paraître symbolique, mais en fait, ça l'est pas du tout. C'est vraiment fondamental, en fait, dans la définition d'une relation mémorielle. Effectivement, avec l'Algérie, c'est toujours très compliqué, malgré un certain nombre de mains tendues, mais encore une fois, it takes you to tango, si je peux me permettre. Donc oui, je pense qu'on peut trouver tout à fait des points positifs. Si je devais faire vraiment du doigt mouillé, et ça rejoint ce que tu disais en 2017, au moment de l'élection, je pense qu'il y a eu une image de la France où d'un seul coup, il y avait un président qui était jeune, qui parlait français, qui parlait anglais, qui était capable de parler anglais à l'international. Alors certains se vexent assez rapidement si un président parle anglais, mais en fait pour beaucoup de nos partenaires, c'est un signal de ah ben enfin, regardez, vous n'êtes plus arc-boutés sur des sujets qui au final sont secondaires, on peut enfin parler des sujets importants ensemble, et ça je pense que c'est quand même aussi à mettre au crédit du président. Je peux difficilement laisser passer l'idée que le français comme langue internationale soit un sujet secondaire. J'ai pas dit que c'était pas important. J'ai dit titulaire de la chaire francophone. J'ai dit qu'on pouvait l'utiliser de manière intelligente. Mais effectivement, ça a certainement les effets que tu dis. Est-ce que merci pour tous ces éléments vraiment très très intéressants. Est-ce que il y a d'autres questions qui veut? Oui. Allez-y. Présentez-vous peut-être. Je m'appelle Lydia, je suis étudiante ici à l'Académie pour parler aussi un peu sur les questions européennes. Donc, vous avez mentionné les renégociations des traités qui Macron a parlé dessus. Et qu'est-ce que seront les points qu'on discutera selon vous, parce que comme nous savons, il n'a pas mentionné des points spécifiques, mais qu'est-ce que peut-être seraient des points? Merci. Ce serait principalement 2 choses, d'après les propositions de la conférence sur le futur de l'Europe. Le passage à la majorité qualifiée dans les domaines qui restent à l'unanimité, donc les questions fiscales, sociales et diplomatiques, sans doute pas les questions de défense qui resteraient à l'unanimité, et ce serait de reconnaître un pouvoir d'initiative législatif au Parlement européen, ce qui à mon avis coûterait pas cher, parce que de facto le Conseil européen par exemple n'a pas légalement le pouvoir d'initiative législative, mais en fait c'est lui qui implique une partie de la législation européenne. Donc ce second dossier ne serait pas, me semble-t-il, si important, puisqu'on peut aussi imaginer un compromis à la typique de l'Union européenne, dans lequel on donne l'initiative au Parlement européen pour proposer certaines directives et règlements, mais en gardant un verrou de la Commission européenne pour les filtrer. Et je pense qu'il est possible qu'ils se réunissent pendant 4 ans pour finalement arriver à ce genre de compromis, quoi. Et sur la question du mode de scrutin pour les élections et la circonscription unique, est-ce que...
Oui. Alors ça, c'est tout à fait un autre dossier. Alors je ne suis pas assez bon en droit pour voir s'il est totalement du ressort des traités. Pour l'instant, les traités nous disent qu'il doit y avoir des modes de scrutin similaires d'un État membre à l'autre pour les élections européennes. Et ça a été mis en place à travers le mode de scrutin proportionnel et différents types de proportionnel. Alors c'est vrai que ça pourrait d'une part gagner à être davantage unifié, puisqu'on a partout la proportionnelle, mais parfois des circonscriptions régionales et parfois nationales, donc les effets ne sont pas du tout les mêmes, d'une part. D'autre part, Emmanuel Macron, depuis le début, défend l'idée d'une circonscription transnationale pour une part des parlementaires, peut-être une centaine, avec des listes transnationales. Et on peut penser que si une convention se crée, la France défendra ce projet-là et sera en union, fera une alliance avec le Parlement européen pour l'avancer, puisque c'est une idée qui est plutôt populaire au Parlement européen. En revanche, et pour finir, Macron a beaucoup surpris tous les partisans de l'intégration européenne en 2019 en s'opposant à la procédure du Spitzenkandidat. Et donc on peut imaginer que si une convention est créée, la procédure soit mise en avant à nouveau, notamment par le Parlement européen. Et ce serait quand même beaucoup se dédire pour Emmanuel Macron que de revenir dessus. Pourquoi est-ce qu'il s'y est opposé? Alors c'est un peu compliqué, il y avait des histoires un peu personnelles où le candidat pressenti de la droite, Weber, il le sentait assez loin des intérêts français ou même humainement, etc. C'est aussi le produit d'une culture faiblement parlementaire en France, et donc l'idée que la légitimité viendrait du fait d'avoir été chef de file des élections parlementaires, elle n'est pas... non seulement elle n'est pas évidente en France, mais c'est pas perçu comme étant une des seules modalités d'une démocratisation de l'Union européenne, quoi. Oui, allez-y. Bonjour, je suis Jean-Pierre Christophe, je suis un étudiant ici à l'Académie et j'ai une question à propos de la défense européenne. Comme vous venez de le mentionner, un des points clés de l'agenda politique d'Emmanuel Macron, c'est l'idée d'une armée européenne, d'une défense européenne. Et c'est sur ce point que j'aimerais bien vous adresser la parole. Quelles sont les chances de réussite d'une telle défense européenne? Olivier, tu es le mieux placé pour... Alors, quand Emmanuel Macron a parlé à la radio d'armée européenne en 2018 ou 2019, ça a causé beaucoup d'émoi. Je peux vous dire, j'ai passé quasiment un an dans des workshops, dans des think tanks, où il a fallu expliquer qu'en fait, c'était pas du tout dans son texte, et le mot lui a échappé, et il n'y a pas de volonté d'avoir une armée européenne intégrée, et de toute façon, la France serait le dernier pays à vouloir ça, pour tout un ensemble de raisons, y compris le contrôle de l'arme nucléaire. En fait, quand on parle de défense européenne, c'est fondamentalement la question de l'articulation avec l'OTAN. L'idée d'une alliance, c'est un engagement de défense mutuelle. Si l'un est attaqué, tout le monde l'est, tout le monde vient au secours des autres. Dans l'OTAN, c'est l'article 5, l'Union européenne est une forme d'équivalent, mais ce qui crée la crédibilité de l'OTAN en tant qu'outil de défense, c'est évidemment les États-Unis, qui sont le principal fournisseur de capacités militaires. Pendant relativement longtemps, une vingtaine d'années, il y avait toujours un peu l'idée que si l'un montait en puissance, c'était forcément au détriment de l'autre. C'était un discours qui était parfois tenu en France, de manière ouverte, en disant qu'on veut renforcer la défense européenne. C'est un discours qui était tenu aux États-Unis, qui consistait à dire non, surtout pas de défense européenne, parce que ça se fera au détriment de l'OTAN. Et pendant une vingtaine d'années, il y a eu toute une génération complète de décideurs américains qui étaient clairement hostiles à cette dimension. En fait, j'ai l'impression que depuis quelques années, une forme de compromis de facto a été trouvée. Le premier, c'est qu'aux États-Unis, le discours sur le partage du fardeau consiste à dire les Européens doivent faire plus.
S'ils le font plus, ils peuvent aussi le faire dans le cadre de l'Union européenne, puisque en fait, il n'y a pas des troupes qui sont assignées à l'Union européenne et des troupes qui sont assignées à l'OTAN. Ce sont les troupes des États membres qui peuvent servir indifféremment l'un pour l'autre. Donc si on renforce les forces armées nationales, y compris dans le cadre européen, par effet de bord, ça renforce aussi l'OTAN. Donc c'est pas du tout contradictoire. Et il y a eu aussi une forme de... peut-être pas d'atténuation du discours, mais d'explicitation des objectifs du point de vue français, qui consiste à dire l'OTAN, c'est la défense, donc très bien, c'est la coordination militaire, on est tout à fait d'accord, on comprend d'ailleurs, nous sommes un allié responsable au sein de l'OTAN. Par contre, il y a tout un ensemble de phénomènes de crise qui ne peuvent pas être gérés par l'OTAN parce que leur nature n'est pas exclusivement militaire. Les leviers économiques, les leviers diplomatiques, tout un ensemble de leviers liés, par exemple, à l'énergie ou ainsi de suite, aux infrastructures, ce sont des compétences de l'Union européenne, ce ne sont pas du tout des compétences de l'OTAN. Donc en fait, il y a eu cette espèce de compromis qui a été trouvé, qui consiste à dire, s'il y a vraiment une menace pour l'intégrité et la souveraineté d'un État, ça sera probablement l'OTAN qui sera en charge. Par contre, pour les questions de sécurité au sens large, il faut doter l'Union européenne d'instruments de gestion de crise qui permettent de traiter deux types de configurations, soit des crises multidimensionnelles qui nécessitent un certain nombre de leviers diplomatiques, économiques que je listais, soit des crises qui seraient dans la périphérie de l'Union européenne, qui nécessiteraient des moyens militaires moindres et qui ne seraient pas immédiatement dans l'intérêt des États-Unis. Donc il faut que les Européens soient capables eux-mêmes de se doter de ces moyens d'intervention. On est en trajectoire, en fait, pour le faire, parce que comme je disais, les États-Unis ont reconnu l'utilité de laisser les Européens s'organiser, au moins pour une partie de leur défense. La Commission s'est dotée d'instruments qui permettent de structurer et de continuer à faire converger un ensemble de moyens, en tout cas de renforcer les capacités militaires des États membres. Et les deux ne sont plus vus comme étant, sont en tout cas beaucoup moins vus comme étant en concurrence, comme ça pouvait être le cas il y a encore 15 ans. Après, sur l'idée d'une intégration plus forte au sein des États membres, il y a un problème qui est structurel, qui est l'effet de passage à l'échelle pour les industries de défense. On le voit aujourd'hui où le problème pour les industries de défense européennes, en fait les principaux pays au sein de l'Union européenne, ce sont évidemment la France, l'Allemagne et l'Italie. Leurs marchés nationaux sont trop petits pour absorber le coût de développement de systèmes d'armes modernes. Donc du coup, ils ont besoin d'exporter. Sauf que du coup, on est concurrent à l'export, ce qui ne facilite pas la coopération, puisqu'on est censé s'entendre, et en même temps, on a des produits concurrents qu'on tente de vendre, parce que c'est un enjeu de survie des industries. La réponse logique, ça serait de dire « faisons des choses ensemble ». Sauf qu'en pratique, on le voit par exemple avec le SCAF, le système de combat aérien du futur, qui est en principe développé conjointement par la France avec Dassault, l'Allemagne et l'Espagne. Dassault, donc l'avionneur français de référence, dit explicitement qu'ils n'en veulent pas et qu'ils vont tout faire pour le couler parce que ce sont les meilleurs et c'est un enjeu de souveraineté et les autres sont tous des idiots, y compris l'État, surtout les Allemands, ce sont des idiots et ils le disent explicitement. Éric Trappier, le PDG de Dassault, l'a dit à l'Assemblée nationale, qui en gros il ferait tout pour couler le SCAF. Bon, tout ça ne facilite pas l'intégration, sachant qu'en fait Dassault, ils vont hurler s'ils m'entendent dire ça, mais c'est vrai, survit par financement de l'État français. Il n'y a pas d'autre... Ils vont dire qu'eux, ils vendent, qu'ils ont une branche commerciale, et ainsi de suite. Mais en pratique, c'est parce que l'État français achète des Rafales. Enfin, faut pas se mentir. Donc tout ça rajoute quand même un degré de complexité, parce que derrière, ce sont des emplois. Et donc, dès qu'on parle d'emploi, les responsables politiques sont en général assez frileux. Je voulais dire un mot par rapport aux questions de défense européenne, sur l'effet de la guerre en Ukraine actuelle. Donc l'évidence pour tout le monde, c'est que dans ces moments durs de danger imminent pour beaucoup de monde en Europe, l'OTAN apparaît comme un refuge, comme l'alliance militaire crédible, et les États-Unis apparaissent comme le partenaire puissant. Il suffit de voir, vous avez peut-être vu
les statistiques sur d'où viennent les armements qu'ont reçus les Ukrainiens, avec les États-Unis qui écrasent tout. Donc ça renforce plutôt l'idée que le lien transatlantique est central et fondamental pour la sécurité européenne. Sauf que le seul bémol qu'on voit en ce moment, dans cette deuxième phase du conflit, c'est que Biden nous dit il faut que la guerre continue jusqu'à temps qu'on affaiblisse militairement la Russie, et il a dit, je crois, jusqu'à temps que la Russie soit si faible qu'elle ne puisse pas envahir ou être tentée d'envahir d'autres pays. Et la France et l'Allemagne ne sont pas sur cette position-là. Ils disent non, il faut qu'on arrête le plus vite possible, peut-être au prix de certaines concessions territoriales, mais il faut que cette guerre s'arrête et qu'on réfléchisse à l'après-invasion sur le continent. Alors, c'est une nuance qui ne se voit pas beaucoup pour l'instant, vu que de toute façon, Poutine ne veut pas arrêter son opération militaire, mais qui à terme montre que les intérêts ne sont pas tout à fait les mêmes. L'intérêt d'un partenaire lointain qui est d'affaiblir le numéro 3 mondial, l'intérêt d'un partenaire proche qui est d'assurer une coexistence malgré ce partenaire, malgré cette puissance dérangeante et dangereuse. Je veux juste donner un chiffre pour réaliser l'impact en fait de la distorsion entre les États-Unis et l'Europe. Une étude qui a été publiée il y a 3 ans qui essayait de chiffrer les besoins en investissement de la part des pays européens pour compenser un retrait total des États-Unis de la défense européenne. Donc en fait, en essayant de lister toutes les dimensions à laquelle ils contribuent, pour compenser exactement ce à quoi les États-Unis contribuent, il faudrait que collectivement, les États membres de l'OTAN, donc sauf les États-Unis, dépensent entre 180 milliards et 250 milliards de dollars supplémentaires par an, collectivement, pour compenser un retrait des États-Unis. Donc vous voyez en fait juste le déséquilibre structurel au sein de l'OTAN. Alors, il est 20h, on va devoir arrêter, mais vous aviez levé la main juste avant 20h, donc je vous donne la parole pour une dernière question et un dernier tour de table du coup de chacun des intervenants. Je ferai vite. Donc, je suis étudiante à la DA aussi. J'avais une question par rapport à est-ce que la France, elle pourrait être fournisseuse de l'énergie nucléaire dans l'Europe éventuellement un jour, afin que des pays comme l'Autriche puissent être moins dépendants du gaz russe et pas dépendantes du GNL des États-Unis, qui est un désastre écologique par ailleurs. Je pense que la question elle est importante. Je ne suis pas sûr qu'aucun de nous 3, 4 soit juste dire, parce que comme je suis à Sciences Po, j'ai réponse à tout. On est un peu juste en France sur notre production énergétique pour satisfaire nos besoins domestiques. Donc l'exportation, on importe de l'énergie l'hiver de nos voisins quand il fait très froid. Donc du coup l'inverse serait difficile. Sauf que Emmanuel Macron s'est engagé sur un programme ambitieux de construction de centrales nucléaires nouvelle génération. Mais alors on parle d'un moyen terme compte tenu du temps de développement de ces centrales pour que la France soit exportatrice. Oui, puis il y a la question de l'uranium en fait, puisqu'on n'a pas d'uranium, donc on l'importe. On l'importe du Kazakhstan et du Canada. C'est les deux principaux pays qui sont nos fournisseurs. Il faudrait créer un marché commun, puisque en fait, pourquoi la France achèterait pour ensuite revendre? Enfin, il faudrait créer un mécanisme de marché qui permette peut-être des achats collectifs d'uranium. Enfin, tout ça, immédiatement, je ne vois pas forcément la solution, sans même parler de la disponibilité des ressources. Mais ça, et le parc nucléaire est très vieillissant en fait, donc effectivement, ça ne semble pas une solution, en tout cas de court terme. Je vous remercie grandement pour vos interventions, le temps, la disponibilité que vous avez pris aussi par rapport aux questions. Merci au public de toutes ces questions que j'ai trouvées vraiment très intéressantes, très riches. Voilà, donc le changement dans la continuité, peut-être, qu'on peut enlever le point d'interrogation. Et puis bonne soirée à tous et à bientôt. Merci. Merci.